Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va d'abord commencer par notre focus. Et si l'aventure se jouait désormais sur le toit des gratte-ciel, dans des zones interdites ou au cœur de lieux secrets, là où peu sont nombreux à s'aventurer, de l'escalade de la Tour Eiffel à l'exploration de la zone d'exclusion de Tchernobyl, leurs aventures flirtent avec la légalité et défient les lois de la gravité. On découvre le duo Hit the Road dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tête, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler de la stratégie de Spotify dans l'IA et les livres audio. On voit ça avec vous dans un instant. Et puis c'est notre question du jour. On va s'intéresser à un sujet qui bouscule pas mal d'idées reçues. Vous allez le voir, l'obtention du permis de conduire à 17 ans. On va évoquer ensemble son engouement chez les jeunes, les nouvelles formules de formation, le coût et puis surtout aussi les retours très positifs sur la sécurité routière. On en parle avec quelqu'un qui va nous éclairer sur tout ce qu'il faut savoir pour prendre le volant un an plus tôt. On en parle avec lui parce qu'il est notre invité. Aujourd'hui, Patrick Mirouz, bonjour. Bonjour Philippine. Bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Merci pour votre invitation. Je vous en prie, on est très content de vous recevoir. Vous êtes le président de l'ECF, c'est l'école de conduite française. On en parle avec vous dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, ces adeptes de l'extrême s'invitent à travers le monde et surtout dans des lieux insolites. Paul et Clément de la chaîne YouTube Hit the Road repoussent les limites de l'exploration urbaine en nous emmenant à la découverte d'endroits absolument fascinants, aussi interdits, vous allez le voir. Et en tant que véritables athlètes, ils partagent dans leurs vidéos leur goût de l'exploration, de la grimpe, du parcours ou encore de l'aventure. Et ils sont à l'honneur dans notre focus du jour, signé aujourd'hui Dylan Kohler. Les amis, bienvenue dans ce camping illégal numéro 3. On est en hamac sur une grue. Non, ce n'est pas un fond vert. On vous explique tout ça. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers de Hit the Road, le duo de youtubeurs français qui repousse les limites de l'exploration urbaine. Clément Dumais et Paul RDB sont les visages intrépides derrière cette chaîne YouTube qui compte aujourd'hui plus de 895 000 abonnés. Tout a commencé en 2015 lorsque ces deux amis d'enfance décident de partager leurs aventures en ligne. Leur spécialité, l'infiltration et l'escalade de lieux interdits et difficiles d'accès. Du sommet de la Tour Eiffel au gratte-ciel de Hong Kong, en passant par les profondeurs des catacombes de Paris, rien ne semble être trop grand pour ces deux sportifs de l'extrême. Dès le lancement, leur chaîne YouTube ne tarde pas à exploser. Propulsés par des vidéos à couper le souffle. L'un de leurs exploits les plus marquants, l'escalade du Christ rédempteur de Rio, qui s'est d'ailleurs soldé par leur arrestation. Rien que ça. Mais Hit the Road, ce n'est pas que des défis hors du commun. Les deux vidéastes utilisent leur notoriété pour sensibiliser à la préservation de l'environnement. En explorant des lieux abandonnés, comme la ville fantôme de Pripyat, près de Tchernobyl, ils révèlent la beauté cachée de ces endroits oubliés, tout en rappelant l'importance de les respecter. Il est 4h du matin, c'est l'aube et on s'apprête à infiltrer un radiotélescope de l'ère soviétique abandonné mais gardé avec l'objectif de faire une photo au sommet de la parabole. Souhaitez-nous bonne chance. Oh là là les gars, c'est incroyable. Je suis au top d'un radiotélescope. Je vis un rêve. Athlètes confirmés, Paul et Clément se permettent de réaliser des acrobaties périlleuses dans n'importe quelles conditions et milieux. Vous l'aurez compris, Hit the Road est bien plus qu'une simple chaîne YouTube. C'est une réelle invitation au dépassement de soi et de ses limites. Bien que leurs vidéos ne doivent en aucun cas être reproduites. Depuis près de 10 ans maintenant, leur approche unique mêle adrénaline, découverte et réflexion. Nul ne doute que Clément et Paul continueront d'inspirer leur public à voir le monde différemment. Ne reste plus qu'à savoir à présent si vous ferez partie de la prochaine expédition. Allez, autre chose. Maintenant, on va toujours parler de mobilité, mais d'un autre type de mobilité. Vous allez le voir, la mobilité de demain, notamment, avec un focus aujourd'hui sur le permis de conduire à 17 ans. Que vous soyez parent, futur conducteur ou simplement curieux, vous allez découvrir dans cette émission, on l'espère en tout cas, pourquoi cette réforme suscite tant d'intérêt et comment se forment ces jeunes conducteurs. Quelles sont les solutions aussi pour financer et réussir sa formation du premier coup. On en parle avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk.
Notre invité, justement, à nos côtés en plateau pour en parler aujourd'hui, Patrick Mirouz, président de l'école de conduite française. C'est ça, l'ECF, à ne pas confondre avec l'ESF. C'est ça, l'école de ski. En ski et en conduit. Hein. En ski et en conduit. Peut-être je pourrais vous dire que pour la petite anecdote, dites-moi, mes ancêtres étaient à l'ESF. Il y a 55 ans de ça, l'idée est partie de là aussi sur un coin de table. Voilà. Vous voyez, j'ai appris quelque chose. Eh ben, exactement. Bon, alors, donc on ne va pas parler du ski aujourd'hui, même si on aimerait bien, mais on va parler de la conduite. Cette saison, effectivement. Mais l'avantage de la conduite, c'est que ça dure toute l'année. Une nouveauté, là, il y a quelques mois, c'est l'obtention du permis de conduire à 17 ans, la possibilité de l'obtenir et de le passer à partir de 17 ans. Est-ce que vous, c'est une initiative, j'imagine, enfin, vous la saluez, cette initiative? Complètement. On a fait partie à l'ECF, on avait un attrait pour cette mesure parce que, juste un petit rappel, on pouvait déjà passer le permis de conduire à 17 ans et demi pour les personnes qui ont fait la conduite accompagnée. Oui. J'y reviendrai. Une filière qui est, je veux le dire ici, la conduite accompagnée, c'est la meilleure filière, c'est la plus économique. On conduit 6 heures de moins. C'est celle où on réussit le plus au permis et c'est celle qui va faire des conducteurs le plus sûrs sur la route parce qu'il y a un apprentissage progressif. Bon, bien, ça, on pouvait passer à 17 ans et demi. Mais maintenant, la nouveauté depuis le 1er janvier, que je ne me trompe pas, 2024, c'est qu'on a le droit de passer le permis à 17 ans, mais surtout, on a le droit de conduire à 17 ans. Ça révolutionne complètement la mobilité des jeunes. À 17 ans, on a le droit de conduire. Et cette mesure-là, on ne pensait pas en réalité... le succès va au-delà de nos espérances. C'est ça. En fait. Parce que nous, on soutenait la mobilité des jeunes, une mobilité peut-être dans les campagnes, pour milieu rural, pour aller au travail, pour favoriser l'apprentissage, parce qu'on n'est pas connecté partout. Mais on voit qu'il n'y a pas de frontières géographiques. Ça marche partout, ça marche ici à Paris, ça marche dans les campagnes et ça marche dans les îles. Alors justement, 1 an après l'entrée en vigueur de cette mesure, comment vous expliquez cet engouement spectaculaire des jeunes pour ce passage du permis à 17 ans? Alors, il y a déjà un désir de mobilité. Ouais. Je vais vous dire, plus on est jeune, plus on a envie d'être mobile. Aujourd'hui, l'âge moyen de passage du permis, alors je vais revenir quand le permis était à 18 ans, je parle de l'année dernière, est-ce que vous savez quel était l'âge moyen en France de passage du permis de conduire? Pas du tout. Alors là, vous me posez une colle. Ah ouais. Bah oui, j'aurais pu jouer avec vous, là, j'aurais gagné. Eh bien, c'est autour de 24 ans. Ah ouais, non, j'aurais dit plutôt vers 18 ans, 18 ans, juste après le bac. Ça veut dire qu'on a une mobilité qui est, on en parlait tout à l'heure, c'est une mobilité qui s'est un peu allongée. Ouais. Pourquoi un engouement? Parce que quand on est jeune, on a envie de se déplacer tout seul. C'est sûr. Et donc là, à 17 ans, on a encore plus envie. C'est pour ça que ça fait partie d'un des facteurs de l'engouement du permis de conduire. Mais j'y reviendrai parce qu'on peut aller plus loin que le 17 ans. Je vous le dirai tout à l'heure. Et puis, surtout, il y a un deuxième engouement qui vient, et il faut aussi le rappeler, c'est qu'il y a un certain nombre d'élèves qui avaient choisi la conduite accompagnée comme filière d'apprentissage et qui avaient fini leur conduite accompagnée et qui ont, pas abandonné, mais passé le permis au travers de la conduite accompagnée. J'ai envie de dire, donc c'est venu aussi un petit peu gonfler la statistique, il faut bien le reconnaître, mais c'est pas grave. C'est plutôt porteur, quoi, en fait. Et moi, je m'en félicite. Bravo. Alors, les statistiques, effectivement, indiquent un taux de réussite plus élevé que la moyenne nationale pour les jeunes de 17 ans. C'est cette motivation, justement, à bouger qui fait que, en fait, pour une raison ou une autre, ils ont envie d'apprendre à conduire et ils s'y mettent encore plus, avec plus de cœur qu'un jeune qui a 24, 25 ans. Qu'est-ce qui explique, justement, ce succès aussi? Non pas, bien sûr, dans l'engouement, mais on vient d'en parler, mais dans les résultats. Alors, il faut quand même revenir sur l'engouement, sur la mobilité choisie et la mobilité subie. Ouais. À 24 ans, si je passe le permis, c'est que j'ai un boulot, j'ai un job et il faut que j'aille peut-être en voiture si je ne suis pas connecté comme dans une région, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, enfin bref, les 10 grandes villes de France. Ouais. Donc là, c'est la mobilité subie. La mobilité choisie, c'est que je veux me déplacer. Ensuite, il y a quand même des mécaniques psychopédagogiques, de gestuelle. Plus on est jeune, plus on apprend mieux, quoi. Si vous apprenez à nager à 10 ans, c'est plus facile qu'à 30 ans. Ouais. Et pour la conduite, c'est pareil. Ouais. Alors, dans des proportions qui sont peut-être... Je ne vous expliquerai pas, il faudrait qu'on se fasse appel à des grands docteurs en pédagogie, mais c'est un peu le même principe. Est-ce que vous pensez que la formation, justement, pour apprendre à ces jeunes à conduire, doit de plus en plus s'adapter pour, quelque part, accompagner de mieux en mieux,
cette nouvelle génération qui a envie de mobilité, qui a envie de bouger et qui a aussi envie d'apprendre autrement. Est-ce que ce passage de permis à 17 ans, l'obtention de ce titre, a révolutionné quelque part la manière dont vous enseignez la conduite? Alors, c'est le début de la révolution, pour être honnête, parce que vous avez raison, les jeunes aujourd'hui, ils fonctionnent avec des outils, avec beaucoup de digital, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus, et l'apprentissage doit aussi s'y passer. Et aujourd'hui, il faut être clair, on n'apprend pas à conduire quand on est seul dans une voiture. Ouais. Parce que conduire, c'est un acte un peu collectif, quoi, en fait, et ça relève de développement de comportements positifs. Donc il faut le faire ensemble. C'est ce qu'on fait à l'ECF. On est tous responsables. Exactement. Et il faut tous respecter. Je n'ai pas le magnifique autocollant de la DSR, de la sécurité routière, qui dit qu'effectivement on est tous concernés, il faut être tous responsables, parce que vous savez, je veux le dire ici, les accidents, c'est pas parce que les gens ne connaissent pas le code de la route, hein. C'est parce qu'ils ne le respectent pas. Donc c'est bien un problème de comportement. Alors, pour répondre plus précisément à la question, qui était plus une question orientée sur les nouvelles méthodes d'apprentissage, il y en a plusieurs. Il y a tout ce qui va concerner, on va parler de e-learning ou d'apprentissage un petit peu à distance, en fait, qu'il faut utiliser. Du jeu même, du jeu pour serious game, pour apprendre à conduire. Et puis il y a tout ce qui concerne la simulation. Et moi, je suis ravi parce qu'au niveau de l'ECF, on a développé des simulateurs d'apprentissage de la conduite où tous nos élèves passent dessus. C'est ce qu'on voit, c'est ça. C'est ça, c'est complètement ça. Et ces jeunes-là, il n'y a pas de sujet, quoi, en fait. Donc là, vous pouvez mettre les jeunes dans des situations de conduite dont il est assez difficile de mettre, si vous voulez conduire la nuit, sous la pluie, sous la neige, situation dégradée. Et tout ça, c'est un univers dont les jeunes ont envie. Donc l'apprentissage de la conduite, il est en train de bouger. Et il bouge vite, quoi. Et il bouge vite. Lisa. Et est-ce qu'au contraire, par exemple, l'apprentissage avec ces écrans qu'on voit, est-ce que quand vous avez un public un peu plus âgé, est-ce que ça les rebute contrairement aux jeunes? Alors, la question est excellente. Je vous remercie de me l'avoir posée, mais je vais y répondre. Vous savez, on parle des jeunes aujourd'hui, et je fais juste une petite aparté sur les seniors. Parce que vous savez que les seniors ont besoin d'être accompagnés pour une mobilité plus douce, plus durable et plus sûre, quoi, en fait. Hein, et que la mobilité pour les seniors, c'est un senior qui n'est plus mobile, c'est une mort sociale, quoi, en fait. Hein. Oui. Et c'est beaucoup plus facile de mettre les seniors sur des simulateurs. Parce que si on a un accident, c'est pas grave. Vous voyez, je veux dire, si on sort, c'est pas grave. Donc ça les met dans une phase de stress qui est beaucoup moins importante que si on leur faisait des audits de conduite en voiture. Donc vous voyez, ça concerne finalement toutes les classes d'âge. C'est très ergonomique. Bon, voilà. C'est aussi les outils mais je dis pas de demain, d'aujourd'hui. Demain, ça sera l'intelligence artificielle qui va se mêler de tout ça. Ouais, voilà. Ah. La grande révolution. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Bon, ce que je vous propose, parce que là, il y a plein de choses à dire, effectivement, et j'ai encore plein de questions à vous poser. On en parle dans un instant, Patrick. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète Tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le ZAP, c'est le meilleur d'Internet, et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
好了，好，开始了。看这个已经够糊了吧？嗯，哇但是你塞，看，我的妈呀！好了，好，开始了。看这个已经够糊了吧？嗯，但哇是你看，塞，我。De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Patrick Mirouz, président de l'ECF. Patrick, juste avant de reprendre nos discussions passionnantes, on va laisser place à la chronique de Lisa de Werner, qui a une idée derrière la tech. Aujourd'hui avec vous Lisa, on va parler d'une nouveauté qui va bousculer le monde des livres audio puisque le suédois Spotify, bien connu, vient d'étendre son offre avec des livres narrés par une intelligence artificielle. Lisa, c'est à vous. Eh bien, la nouveauté philippine, c'est l'annonce d'un partenariat entre la plateforme de streaming musical et Evelyn Labs, une start-up spécialisée dans l'IA. Et grâce à cette collaboration, Spotify va pouvoir proposer un éventail bien plus large de livres audio narrés par des voix numériques. Alors concrètement, comment ça marche, Lisa ? Eh bien, les auteurs vont pouvoir créer leurs livres audio sur Eleven Labs. Je ne veux pas le dire, je suis navrée pour cette société. On va y arriver. Qui propose donc des voix synthétiques dans 29 langues. Et une fois le fichier audio prêt, ils vont pouvoir le soumettre via Fanway Voice, le service de distribution de livres audio de Spotify. Après un contrôle de qualité, le livre audio sera mis en ligne directement sur la plateforme. Impressionnant. Alors, est-ce que les auditeurs, de leur côté, sont informés que la narration, justement, est faite par une intelligence artificielle ? Absolument. Spotify s'engage à être tout à fait transparent sur le processus. Une mention indique que le livre audio est narré par une voix numérique et elle sera ajoutée dans la description du livre. Cette information sera également implantée dans les métadonnées. Quels sont les avantages pour les auteurs ? Eh bien, pour les auteurs, surtout ceux avec un budget limité, c'est avant tout une solution économique. Ils peuvent désormais distribuer leur œuvre à un public plus large, sans les coûts élevés de la production traditionnelle.
professionnels. C'est une opportunité pour rendre leur livre audio accessible à des millions de nouveaux auditeurs et de aussi permettre d'avoir plus d'adeptes de la lecture qui ne sont peut-être pas en mesure de le faire autrement pour des raisons médicales ou parce que tout simplement ils ne savent pas lire. Effectivement, alors c'est une excellente nouvelle pour les auteurs indépendants. On comprend. Qu'en est-il des narrateurs professionnels? Parce que là, alors là, bien évidemment, il y a des réserves de la part des professionnels du métier qui forcément craignent que l'IA ne remplace leur travail, des inquiétudes que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines sensiblement proches comme les voix off par exemple, qui voient aussi leur métier menacé par l'IA. Cependant, Spotify et Eleven Labs, cette fois je le dis bien, assurent que cette technologie permet de créer des versions audio de livres qui n'auraient jamais été produites autrement. C'est donc un débat en cours dans l'industrie. Tout est donc toujours, on y revient, une question d'équilibre pour celles et ceux qui veulent découvrir cette nouvelle offre, les livres audio narrés par IA, je vais y arriver aussi, sont déjà disponibles sur Spotify. Écoutez, la semaine a été longue, on va y arriver. On écoutera des livres sur la diction, je pense, l'orthographe, la grammaire et la conduite. Et la conduite. Pourquoi pas. D'abord, on va chez l'orthophoniste et après, on va passer... École de conduite. École de conduite. On fait ça? On fait ça. Allez, on continue à parler tout de suite. Il est grand temps d'ouvrir la deuxième partie du talk. Mieux vaut en rire, c'est clair. Bon, on est de retour avec vous, Patrick Mirouz, président de l'ECF, l'école de conduite française. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même un certain nombre de craintes sur le fait que des jeunes pouvaient obtenir leur permis dès 17 ans. La crainte, elle portait notamment sur une potentielle hausse des accidents. Malgré tout, les chiffres de la sécurité routière, ils ont prouvé l'inverse. Et oui. Et oui, vous avez raison de le dire, Philippine. La population des jeunes des 18-25 ans sont un peu surreprésentés dans les accidents de la route. Oui. Et donc, naturellement, ceux qui étaient contre le permis à 17 ans disaient qu'effectivement, plus on rajeunit, plus ça va augmenter cette statistique. Tout à fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, on avait cette crainte au niveau de l'ECF et on avait proposé d'avoir un accompagnement des jeunes pendant cette période. Il y a un dispositif qui s'appelle une formation post-permis qui existe pour tous les jeunes, qui permet de réduire la période de permis probatoire, vous savez, pendant une période, on a moins de points, on les acquiert au bout de 2 ans. Cette période, ce dispositif-là, aujourd'hui, fonctionne pas tout à fait comme il faut. On voulait qu'ils accompagnent les jeunes pendant cette période-là, et finalement, force est de constater qu'ils ne rentrent pas dans la cible de leurs aînés qui ont 1 an de plus. Alors pourquoi? Mais là, toujours pareil, je pense que c'est aussi l'envie, le fait de dire j'ai 17 ans, il ne faut pas que je fasse l'idiot sur la route. C'est parce que c'est tout à fait nouveau, faites-moi confiance. Ils avaient des preuves à faire, plus que leurs aînés de 1 an de plus ou de 4-5 ans de plus. Voilà, alors c'est l'explication et ce qu'on constate, en fait, l'avenir dira si ça se... Et je souhaite que ça continue, mais en tous les cas, une mesure qui, là aussi, favorise la sécurité routière. C'est sûr. Une bonne maîtrise des risques aussi. Alors c'est vrai qu'avec cette arrivée complètement massive de ces jeunes candidats de 17 ans, il faut, j'imagine, repenser complètement l'organisation de l'examen du permis en termes de créneaux, en termes de formation. Est-ce que vous avez été complètement, pas dévalisé, mais submergé au niveau de vos créneaux de formation? Alors, le sujet... juste avant, pour revenir sur le sujet précédent, j'ai oublié de vous dire un petit truc et dites-moi. Je vais vous le dire. Dans la statistique, dans la bonne statistique de la non-suraccidentalité, voilà, c'est vous comme avec on va chacun son tour. On va aller tous les 3 chez l'orthophoniste. Un petit pack. Vous avez compris, la suraccidentalité de cette cible-là, c'est qu'ils ont... Je vous ai dit, dans la cible, il y a beaucoup de conduite accompagnée quand même. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Et justement, on s'en rappellera sur le fait il faut promouvoir la conduite accompagnée. Et si vous me le permettez, je vous dirai après comment. Bien sûr. Alors là, sur le sujet des places d'examen disponibles pour faire passer c'est un sujet là qui dure depuis très longtemps. On va dire, il y a plusieurs zones géographiques en France où on est tout le temps sur les 3 tiers, des endroits où ça va très bien, des endroits où ça va moyen, des endroits où ça va très mal. Mais globalement, les jeunes de 17 ans ne sont pas venus plus engorger que ça le dispositif.
C'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Je ne dis pas là qu'il y a toutes les places qu'il faut d'examen. J'ai fait dans une autre vie et j'ai demandé dans une autre vie des places d'examen parce qu'il est normal qu'un jeune qui veut passer le permis n'attende pas 6 mois pour le faire. Bien sûr. Hein. Il y a des endroits où ça peut être comme ça, il y a d'autres endroits où on le passe, où c'est très fluide. Le passage du permis à 17 ans, ça implique aussi de mobiliser un budget relativement tôt dans sa vie. Alors, quelles solutions sont disponibles pour, à cet âge-là, financer le PMI pour qu'il reste accessible à tous et qu'il ne crée pas d'inégalité? Est-ce que justement cette option dont vous nous parliez tout à l'heure de la conduite accompagnée, ça peut être la meilleure option? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà pour les personnes qui ont travaillé, effectivement la cible des 17 ans n'est pas tout à fait concernée. Vous avez le CPF, on entendra, qui permet d'accentuer la mobilité puisque le compte personnel de formation, le permis de conduire est éligible au compte personnel de formation. La conduite accompagnée permet d'étaler sur une partie un peu plus longue la période d'apprentissage, comme pour l'abonné, quoi, en fait. Oui. Il y a le dispositif du permis à 1 euro qui existe toujours, qui est subventionné par l'État, donc c'est le permis de 1 euro par jour, 30 euros par mois, ce qui permet d'avoir d'autres... Et il faut ici, et je le demande, il faut aussi que la collectivité trouve un certain nombre d'aides pour permettre aux jeunes et pour ne pas créer d'inégalités, parce que le principe des aides, c'est que chacun n'a pas droit à la même chose, quoi, en fait. Et pourtant, le permis est quelque chose d'assez universel, quoi, en fait. Et c'est vrai que dans une famille, quand vous avez une fratrie qui se suit de 2 ans ou 3 ans, comment dirait, ça pique, quoi, en fait. Ça peut piquer. Donc moi, ce que je dis ici, c'est qu'effectivement, il faut mobiliser le maximum d'aide. Je crois qu'il faut aussi mobiliser la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. On sait que si on a des jeunes mobiles et qui ont une mobilité qui est sûre, on doit pouvoir récupérer de l'argent. Je pense à nos amis assureurs. Ouais. Je pense à nos amis pétroliers. Je pense à nos amis qui nous font payer les péages sur les belles autoroutes de France, quoi, en fait. Tout l'écosystème. Hein. Exactement. Et je pense que l'écosystème pourrait... Parce qu'en fait, le permis de conduire, c'est la dépense la moins chère de toute la vie d'un automobiliste. Mais elle arrive au même moment, parce qu'elle arrive au début. Eh oui. Elle arrive au début et effectivement, ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut représenter des budgets. Mais il faudra bien se rappeler que dans l'assurance, la voiture et tout l'entretien, tout ça. Donc ça veut dire qu'il faudrait que l'écosystème, on parlait tout à l'heure, une question d'équilibre, se rééquilibre, parce que c'est une sécurité routière qui serait bénéfique à tous. Alors, je voulais vous parler d'un autre sujet qui est très lié à ce permis, à cette conduite à 17 ans. Le groupe ECF promeut aussi l'idée d'un passeport mobilité, incluant un apprentissage progressif de la conduite dès 14 ans. 14 ans, afin d'ancrer les bons réflexes de sécurité routière. Expliquez-nous, 14 ans, c'est tôt. C'est très tôt. Vous direz un certain nombre de gens. Oui, comme et vous êtes convaincus, et comme disent, j'imagine, un certain nombre de gens, des politiques peut-être, des médias aussi, vous êtes convaincus qu'elle est là, la solution de la sécurité routière? La solution, elle est là. Elle est commencée le plus jeune possible. Alors, on a fait 2 constats. Le premier, c'est de dire, alors il y en a moins sur Paris, je ne sais pas si sur Neuilly il y en a, les trottinettes électriques, ce qu'on appelle les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés. Tout à fait. Trottinettes, vélos électriques, quelques gyropodes, mais c'est encore un peu... Et puis, voiturettes. Donc tout ça représente aussi des personnes qui partagent l'espace routier. Oui. Et donc la position qu'on a là-dessus, c'est que ça serait bien de les éduquer à avoir une connaissance et un partage de l'espace routier, parce qu'on le disait tout à l'heure, plus on va avoir des comportements positifs dans le partage de l'espace routier, eh bien c'est clair, moins il y aura d'accidents. Il n'y aura plus de violence routière, quoi, en fait. Donc ça veut dire que si on l'inclut le plus jeune possible, on a des chances de réussir. Et le deuxième, c'est de se dire, nous on préconise ce passeport mobilité qui permettrait de... Vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement simple. Quand on est sur une trottinette, que vous passez derrière une voiture, vous n'avez pas conscience de quelque chose qui est extrêmement simple et qu'on apprend à tous les élèves conducteurs, c'est l'angle mort. C'est vrai. C'est l'angle mort. Et quelqu'un qui... C'est bien, les gars. Oui. Voilà, je vois que vous connaissez, ça a l'air d'être du vécu. Encore très frais. Ça a l'air. Bon, et donc l'idée de faire passer un jeune qui conduit une trottinette à la place d'une voiture et qui puisse se rendre compte que dans l'angle mort, il ne voit personne, c'est déjà la possibilité de concrètement faire progresser les choses. Donc ça, ce passeport mobilité pour tous, ou dès 14 ans, c'est d'avoir une petite initiation qui prenne conscience de tout. Mais il y a une deuxième mesure qu'on propose au niveau de l'ECF. Écoutez bien,
C'est presque une exclusivité. C'est pas vrai. Si. Oh là là, je m'accroche. Allez-y, Patrick. Philippines, c'est la conduite accompagnée à 14 ans. C'est pas vrai. La conduite accompagnée à 14 ans. Pourquoi on a dit... Alors là, je vais faire des mathématiques pures et simples. On est passé du permis de 18 à 17, on pourrait passer la conduite accompagnée, c'est à 15 ans, de 15 à 14. Ça va un peu plus loin que ça, le dispositif. C'est de dire on peut commencer un apprentissage progressif de la conduite. Pourquoi pas se baser sur les petites voitures, les voiturettes, pour commencer à partager l'espace routier, pour commencer à passer le code des 14 ans, parce que je partage l'espace routier, ce ne serait pas dénué de tout sens de pouvoir connaître les règles. C'est vrai. Et puis derrière, de continuer sur cet apprentissage progressif, 14, 15, 16, 17, et puis passer le permis à 17 ans en toute sécurité avec 3 ans d'expérience. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et plus, et vraiment, je le redis ici, c'est plus on apprendra tôt, plus les conducteurs ont envie, plus ils ont de la facilité et plus on fera des conducteurs sûrs. C'est le combo gagnant. Le message est passé. Merci. Voilà, c'est le SF. Si je peux me Très permettre une rapidement. toute petite question technique. À 14 ans, on n'a pas forcément fini sa croissance. Est-ce que ça pose pas des problèmes dans l'environnement d'une voiture? Moi, c'est comme on Trop dit, petit. ça, ils ont pas les bras ou les jambes assez longues. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, Mais c'est ça, ce qu'on m'a c'est dit une de vraie suite. question. Non, mais vous avez raison. Mais on ne peut pas aller contre la morphologie et la croissance, ce qu'ils ne pourront pas faire. C'est pour ça que je dis on peut commencer par la petite voiture, par le quadricycle à moteur, la voiturette, quoi, qui fait un apprentissage progressif et passer à 15 ans sur une un peu plus grande. Comme quoi, il y a des solutions. Et Pour tout. Vous êtes là, justement, pour nous en parler. Exclusivité sur School TV. Allez, il est grand temps de rendre l'antenne. Merci infiniment, Patrick Miron, vous avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de l'école de conduite française. Merci infiniment aussi à vous, Lisa. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Dylan Coller d'avoir produit cette émission. À vous de nous avoir suivis une deuxième fois. Bah oui, parce qu'on ne le dira jamais assez. À demain, dès 12h30, toujours sur School TV.